Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview catch. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Golden Greg. Salut à toi. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Et en plus, tu as vu, tu as de la chance. Je t'ai fait une bonne présentation. Oui, ben, moi, c'est Golden Greg. Je suis un lutteur québécois. Je lutte à la NSPW, à la FCL et à Generation Next, entre autres. Ok, bah tu verras, la première question, elle est toute simple. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde à la télévision, on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, ton premier contact avec le catch? En fait, moi, ma mère était une très grande fan de lutte. Elle allait à Québec, il y avait une salle à l'époque qui a été détruite maintenant qui s'appelait La Tour. D'accord? Elle allait voir Johnny Rougeau, euh, tous les lutteurs de l'ancienne époque, les débuts de Jean Ferré, qui est devenu Andre the Giant. Elle allait à la tour voir la lutte, puis elle se faisait des scrapbooks. Elle achetait des revues de lutte dans les journaux, elle découpait des articles sur la lutte, puis elle collait ça dans des cahiers pour se faire une collection d'articles sur ses lutteurs préférés. Et la première fois que j'ai vu de la lutte, c'est en fouillant dans ses cahiers et en lisant les articles, en regardant les images, parce que j'étais trop petit pour lire, des articles qu'il y avait dans le cahier. Puis, elle l'écoutait à la télévision aussi le dimanche matin, parce qu'au Québec, la lutte, c'était le dimanche matin. Et à partir de là, ben, j'ai embarqué, puis j'ai jamais décroché. Ok. Et ta maman, t'as pu un petit peu discuter avec elle de savoir un petit peu d'où c'est venu cette passion? Parce que comme on dit, c'est très rare qu'il y a des femmes qui sont passionnées de catch. Hein. Je pense qu'on le voit. Non, 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 mais c'est vrai, tu vois, c'est très rare et c'est dommage. Tu sais un petit peu d'où lui est venue cette passion? Ben, en fait, au Québec, c'est la lutte à une certaine époque, je dirais dans les années 40, 50, 60, début 70, c'était plus populaire que le hockey. Ça Ok. attirait des foules incroyables. Et il en parlait dans les journaux, il en parlait à la télévision. Les lutteurs, c'était des célébrités. Ça fait que il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui tripaient sur la lutte. Et ma mère était embarquée dans ce sport-là. Elle adorait, elle détestait les méchants. Elle leur donnait des coups de sacoche, des coups de sac à main. Puis c'est ça, elle criait contre les méchants, elle criait pour les bons. D'après moi, mais je pense qu'il y a aussi, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui aimaient la lutte. Ça fait que, ma tante, ma mère, mes grands-tantes, ils allaient à la lutte ensemble. Donc, c'était une activité sociale et familiale pour eux. Ok. Justement, toi, à l'époque, quel était cet élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que simple fan de catch à catcheur aujourd'hui? Combien de temps ça t'a pris et c'était quoi l'élément qui t'a dit, bah tiens, maintenant, je vais aller m'intéresser à la lutte? OK. Euh, Premièrement, je n'ai pas commencé à lutter quand j'étais jeune. Moi, j'ai commencé à Ok, lutter il y a environ 3 ans. ok, d'accord. Euh, J'avais déjà essayé quand j'étais plus jeune, mais j'aimais beaucoup faire le party et j'avais pas la discipline pour être lutteur professionnel à l'époque, mettons, que me laissais facilement distraire. Puis, avec la pandémie, je me suis mis à réfléchir parce que tout le monde s'est mis à réfléchir parce qu'on n'avait rien d'autre à faire que réfléchir. Et je me suis dit, ben, je suis dans la quarantaine. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ça fait que je suis allé voir un spectacle de lutte organisé par la NSPW au stade Canac qui s'appelait Play Ball. J'avais déjà été voir des spectacles de lutte de la NSP avant, mais là, dans le stade, c'était incroyable à l'extérieur avec les lumières et tout. Puis c'était l'été, il faisait beau. J'étais avec ma conjointe, on a vraiment eu du plaisir. Puis je me suis dit, en sortant de là, j'étais un peu peinté, on va se le dire. J'ai dit, chérie, je vais m'inscrire à l'école de lutte. Et là, elle m'a dit, tu capotes. Et finalement, je me suis inscrit à l'école de lutte. Et j'ai fait des cours de lutte. Et finalement, j'ai développé mon personnage. Puis, j'ai commencé à lutter tranquillement à des shows d'école. Après ça, à Generation Next. Puis, tranquillement, là, j'ai lutté de plus en plus dans les spots shows dans d'autres fédérations. Puis, c'est comme ça que je suis devenu lutteur professionnel. Ok. Pourquoi avoir mis du temps à rentrer dans le monde de la lutte? C'est pourquoi? C'est pour différentes raisons personnelles, juste parce que bah voilà, enfin, tu voulais voir autre chose avant de la lutte. Pourquoi avoir mis autant de temps?
Ah, parce que tout simplement, j'avais pas le mindset qu'il fallait pour ça. Tu sais, j'avais pas la discipline, j'avais pas la dévotion, tu sais, la motivation pour le faire. Quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais des enfants, j'avais mon travail, moi, je faisais beaucoup de musique, j'étais très impliqué dans la musique, ça fait que c'était une autre passion. Puis là, finalement, je me suis dit, tu sais, ma plus grande passion, mon rêve vraiment, c'est d'être lutteur. Ça fait que j'ai dit, je vais prendre les moyens pour le réaliser. Ça fait que, tu sais, finalement, rendu dans la quarantaine, j'étais rendu un peu plus mature. J'étais rendu capable de prendre des meilleures décisions. Puis, c'était juste le bon moment pour le faire pour moi. J'ai l'impression que, comme tu disais, tu vois, le Covid a changé pas mal de monde, que ce soit positivement ou négativement. Il y en a qui ont réussi à se trouver une nouvelle passion. Il y en a qui ont réussi également aussi à se découvrir soi-même. Toi, pareil, c'était la même chose pour toi. Tu as réussi à te découvrir toi-même. Oui, effectivement, ça a été une remise en question, mais une remise en question positive qui m'a permis de me fixer des objectifs, de les atteindre, puis même OK. de les dépasser. Parce qu'au Quand début, tu tu sais, as... vraiment, Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. j'ai commencé à faire de la lutte. Au début, c'était vraiment un passe-temps. Puis OK. maintenant, c'est rendu, c'est vraiment une très grosse portion de ma vie. OK. Justement, quand tu as annoncé aux membres de ta famille que tu te lançais dans le catch, c'était quoi un petit peu leur retour? Est-ce que c'était des retours plutôt positifs, plutôt négatifs? C'était quoi un peu leur retour? Euh, ma blonde avait été déjà gérante d'une équipe de lutte au début des années, fin 90, début 2000. Puis elle était vraiment très choquée par ma décision. Ça l'a vraiment pris de court. Puis au début, elle n'était pas tout à fait d'accord. Puis finalement, avec le temps, là, tu sais, elle a vu que les gens qui étaient dans l'organisation, puis avec qui je luttais, puis les gens à l'école de lutte, c'était vraiment du bon monde, des bonnes personnes, puis que c'était un environnement vraiment agréable. Ma fille, elle voulait pas me voir en bobette. Parce que moi, je lutte en bobette. Puis, mais c'est ça, tu sais, ça n'a pas été négatif. Ça a été. Au début, les gens étaient peut-être un peu incrédules, étaient peut-être dubitatifs. Puis, ben, finalement, tu sais, ça m'a juste donné plus de gaz pour foncer. Puis, j'ai atteint mes objectifs. Puis, finalement, aujourd'hui, tout le monde m'encourage dans ma passion. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est complètement différent entre ce qu'on voit à la télé et ce qu'on pratique, le catch. Au début, quand tu commences, quand tu arrives, déjà, je suppose que tu as bien été accueilli parce que c'est important d'arriver dans un endroit où on soit bien accueilli. Parce que, bah voilà, tu vois, en général, on arrive toujours dans des endroits où on ne connaît pas, on se demande où on fout un peu les pieds. Donc, toi, c'est important que tu sois bien accueilli. Oui, ben, je pense qu'on l'a été. C'est sûr qu'au début, tu sais, tout le monde, on se connaît pas, tu sais, veut pas. Les coachs ne nous connaissent pas, les autres élèves ne nous connaissent pas. Mais oui, je pense qu'on a les gens de ma cohorte, en tout cas, puis les gens de la cohorte avant moi, puis l'autre cohorte, on a certaines personnes, on a tissé des liens vraiment très, très serrés, là, puis on est rendu des très bons amis, puis des gens avec qui je partage mon parcours professionnel. Depuis le tout début, comme je pense à Sean, tu sais, Sean Martel, tu sais, on se retrouve sur les mêmes shows, on lutte aux mêmes places, tu sais, on est comme, on a comme suivi toujours le même parcours, ça fait que, tu sais, c'est sûr que ça crée des liens, là, puis on s'est bien entendu pas mal dès le départ, puis je pense que ça continue aujourd'hui, puis avec les autres chums de la lutte aussi, là, c'est pareil, même avec certains autres, on est beaucoup plus proches, là. OK. Justement, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi au tout début, au niveau des entraînements? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est les chutes? Est-ce que c'est le fait de courir dans les cordes? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi au tout début? Au début, ça a bien été. Euh, je te dirais que les affaires plus difficiles, tu sais, moi, c'est plus le chain, la technique, tu sais, les arm lock, hammer lock, wrist lock, headlock, whip, headlock takedown, relève, ciseau 1, ciseau 2, ça marche pas, relève, whoop, wrist lock, roule en avant, roule en arrière. Moi, je suis avec les switches puis le chain.
ça cadre pas parfaitement dans mon personnage, qui est un personnage très caricatural. Puis, c'est pas... c'est pas ça avec quoi j'avais le plus de la facilité, même si je fais souvent du chain dans mes matchs. Si tu regardes les matchs, tu vas voir que je chain, mais c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile de base. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que tu vois, comme je disais, tu vois, c'est pas évident en fait à faire du catch. En général, il y en a, ils font 1 ou 2 entraînements, puis après, ils arrêtent. Toi, justement, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas arrêté au 2e ou 3e entraînement et qu'est-ce qui fait que tu as continué? C'est quoi? C'est ta détermination? C'est ta curiosité de voir un petit peu où ça t'emmènera? Oui, c'est sûr qu'il y avait de la détermination, de la curiosité aussi. Tu sais, j'aimais ça. Tu sais, les cours, c'était le fun. Les coachs qu'on a eus, Steve, Mathieu Saint-Jacques, Dylan, c'était vraiment, tu sais, c'est des cours intéressants. C'était le fun d'y aller. Puis durant les cours, tu sais, oui, ça fait mal. Oui, on tombe. Oui, il faut recommencer. Oui, des fois, on le moffe. Mais c'était le fun. On avait du plaisir. Je pense que tous ceux qui ont fait les cours et qui sont encore là aujourd'hui à Generation Next, on peut dire ça on a ça en commun, c'est qu'on a eu du plaisir dans les cours. Puis je pense qu'à la base, la lutte au Québec, il n'y a pas grand monde qui vont faire carrière avec ça. Ça fait qu'on fait vraiment ça de base pour le plaisir. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que la NSPW soit une école réputée? Parce que beaucoup de monde qui est passé ici me parle que du bien de la NSPW. Je dis pas ça parce qu'on a enregistré et tout, hein, je dis ça honnêtement. Pourquoi à chaque fois qu'on me parle de la NSPW, on me parle toujours de la NSPW en mode positif, en disant c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure école du Québec? Qu'est-ce qu'elle a de particulier selon toi? C'est une des bonnes écoles parce que on est très bien encadré, on a des bonnes infrastructures, on a des bons coachs. J'ai eu Kevin Martel comme coach, Martel Lapointe, qui est un lutteur quand même très, très connu au Québec et à Québec, qui est le neveu de Rick Martel. Euh, c'est on a des opportunités aussi, quand on fait bien les choses, on peut performer dans les spectacles de graduation, on peut performer à Generation Next, des fois dans des spot shows. Euh, on est vraiment bien pris en charge, bien encadré, avec des gens d'expérience qui connaissent beaucoup le milieu et qui ont comme but de valoriser le milieu. Souvent, il y a peut-être des a priori négatifs sur le monde de la lutte, ce qui se passe. Des fois, on écoute des séries comme Wrestlers ou tout, où on voit le côté un peu plus sombre de la lutte. Et à la NSPW, vraiment tout le monde qui s'implique tente d'en faire une expérience agréable, puis de montrer que l'ambiance backstage, in-ring, dans le public, partout, c'est pour avoir du fun, puis c'est quelque chose qui doit être positif. Fait que je pense que ça aide beaucoup à faire que la NSPW, l'Académie se démarque parce que c'est vraiment une place où on a du fun. Ok. Juste avant de parler de ton personnage, je voulais juste qu'on continue encore une fois sur la question de la NSPW. Est-ce que le fait de voir aussi des gros noms qui sont passés du côté de la NSPW, hein, enfin, il y avait des Cody Rhodes, bref, tant de noms, ça serait beaucoup trop long, puis je ne les ai pas de tête, hein, pour être honnête, pour tous les citer. Est-ce que ça aussi, ça te donne envie justement d'aller là-bas, de pouvoir performer là-bas pour un jour, pourquoi pas, bah, te retrouver face à un gros nom de la lutte et tout. Est-ce que ça aussi, ça a été une motivation pour toi? Euh, Réalistement, non, parce que, il y a le facteur de l'âge qui joue, il y a le facteur du talent, il y a le facteur des... Il y a beaucoup de lutteurs avant moi qui méritent d'avoir des chances avec des gros noms comme ça. Euh, j'ai, tu sais, oui, je dirais pas non si ça m'arrivait, là, mais je pense pas que ça a été un facteur de motivation. Ma motivation, c'était vraiment d'être sur les shows, de donner le meilleur show possible, de lutter devant du public, parce que nous, à la NSPW, on a une chance incroyable. Moi, je me souviens des années 2000, quand j'allais voir de la lutte, quand j'ai commencé à essayer de lutter, il y avait 20, 30, 60 personnes, c'était une grosse foule, là. Nous, j'ai jamais lutté devant des foules à peu près en bas de 150 personnes. On a régulièrement 300 personnes. Performer devant des salles pleines, c'est une expérience incroyablement. C'est une expérience incroyable. Je veux dire,
ça te donne un feeling qui est difficile à égaler. Puis ça, on a l'opportunité d'avoir ça, même dans les shows écoles à la NSPW, c'est jam-pack. Ça fait que ça, c'est incroyable. Puis c'est ça. Ma motivation, c'était vraiment de lutter, tu sais, devant des grosses foules. C'est sûr que je voulais faire le gros show. C'est sûr que je voulais aller à Golden Opportunity. Tu sais, je pensais jamais m'y rendre. Je m'y suis rendu. J'en suis fort aise, là. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Et ça, c'est le crémage, là, tu sais, sur le gâteau parce que de base, moi, ce que je voulais, c'est lutter, puis développer mon personnage, faire le meilleur show possible devant le plus de monde possible. Ça, c'était Ok, vraiment. justement, on va en parler de ce personnage que tu incarnes sur le ring. Si tu devrais nous décrire comment tout a commencé pour toi au niveau de ton personnage, au niveau de l'inspiration et tout, et s'il y a des choses à améliorer, parce qu'on s'améliore tous les jours, je pense que tu es d'accord avec moi, qu'est-ce que tu devrais améliorer et pourquoi selon toi? Bon, ben, mon personnage, c'est Golden Greg. De base, c'était censé être une espèce de, de séducteur un peu fallacieux, un peu ratoureux, une espèce de star du porno déchu. Et finalement, on s'est rendu compte que mon personnage pognait énormément avec les enfants. Fait qu'on a scrappé tout le côté sexuel de la patente. Ou presque, parce que c'était vraiment. C'est pas vers. Dans le fond, c'est le public qui décide un peu aussi, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas vers là qu'ils ont amené le personnage. Fait que maintenant, Golden Greg s'est rendu un espèce de vendeur de chars usagés très flamboyant qui est bon en taberfuck. Puis quand il triche, ben, il est encore meilleur. Fait que c'est ça. Puis pour l'améliorer, ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours trouvé que c'est techniquement donner des gros matchs, euh, ajouter des moves à mon arsenal, ajouter des séquences, toujours être plus on point sur la performance in-ring athlétique. Je pense que Golden Greg sera encore meilleur comme personnage, sera encore plus crédible et je travaille là-dessus constamment. Ok. Je vais juste faire une petite parenthèse. Je vois que tu as une machine à écrire. J'aime beaucoup. Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est l'ancêtre des ordinateurs, ce que vous voyez derrière. Voilà. En tout cas, c'était juste une petite parenthèse dont on s'en fout complètement, mais c'est parce que j'ai vu une machine à écrire, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit, waouh, s'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc, ça s'appelle une machine à écrire. Je voulais qu'on parle un petit peu des coulisses, parce que j'aime bien être un peu une petite souris et se balader. Toi, avant tes matchs, est-ce que tu es plutôt quelqu'un de stressé, d'introverti? Comment tu es avant tes matchs? Est-ce que tu as je sais pas moi, un rituel particulier? Il y en a beaucoup, hein, tu vois, enfin, qui sont venus ici, qui m'ont dit qu'ils ont un rituel particulier. Ils aiment bien boire de l'eau, écouter de la musique. Bref, ils aiment bien un peu s'isoler. Ils ont tous des rituels particuliers. Est-ce que toi, tu as un rituel particulier avant tes matchs ou est-ce que tu es stressé? Ben, je te dirais que mes pires matchs, c'est les matchs où j'étais pas stressé. D'accord. Euh, le stress, c'est bon, ça kick l'adrénaline, ça te permet de te dépasser. Tu sais. Il y a un bon niveau de stress qu'il faut avoir. Puis ce bon niveau de stress-là, j'essaye de l'alimenter, j'essaye de réviser mon match, de le visualiser dans ma tête, de me promener. Euh, je mets toujours mes lunettes à la dernière minute parce que mon personnage rentre avec des lunettes. Puis là, quand je mets les lunettes, là, je deviens Golden Greg. Puis là, on y va, puis on donne de la marde au monde. Mais, euh, mais j'ai pas, tu sais, genre de rituel particulier. C'est à peu près ça que je fais. Mais tu sais, je m'empêche pas. Je jase avec les chums, je vais parler. Puis là, tu sais, jusqu'à temps qu'on s'en aille derrière le rideau. Puis là, c'est le moment de vérité. Ça ressemble à ça, pas mal. Je mets mes lunettes. Golden Greg is on. Est-ce que pour toi, le temps paraît long, parfois, des fois dans les coulisses? Bon, après, tu vas me dire, ça dépend si tu es dans l'opener ou dans le main event. Mais est-ce que parfois, tu vois, c'est si, admettons, on dit que tu es dans l'opener, bon, hop, tu commences, tu fais ton match, puis après, bah voilà, tu vois, enfin, je veux dire, c'est fait. Et si tu es dans le main event, bah, tu dois attendre que tous les copains passent pour ensuite pouvoir performer. Mais est-ce que pour toi, en général, c'est long dans les coulisses ou est-ce que tu arrives quand même à t'occuper, ça dépend de la place où tu es. Ben, c'est ça, ça dépend de la place où on est. Tu sais, des fois, quand on fait des shows à l'extérieur, ben, tu sais, on arrive tôt, il faut monter le ring, installer les coulisses, nanana, là, on s'installe, on jase, des fois on va manger, on revient. Euh,
on prépare le match, on monte ça. Tu sais, moi, je regarde aussi les autres matchs. Tu sais, je reste pas toujours en arrière dans ma tête. Là. C'est quand je peux, quand c'est possible, de pas trop se dévoiler puis de regarder les matchs. Souvent, je les regarde. Je trouve pas ça si long. Il y a des spectacles qui sont plus longs que d'autres. C'est sûr que tu sais, quand t'es main event, qu'il y a eu 8 combats avant toi et t'embarques dans le ring à 10 heures, ça commence à être long. T'es arrivé à 2 heures l'après-midi. Là. Mais, euh, mais non, c'est pas quelque chose qui m'indispose vraiment. Là. Ça fait partie de la game. Là, T'as un personnage plutôt heal, plutôt face, les deux peuvent te convenir ou est-ce que tu as une préférence pour l'un des deux? ben, je suis totalement heal. Je suis vraiment un gros méchant. Mais ça n'empêche pas les fans de, de m'apprécier pareil, je pense. Ça fait que ça me donne un petit côté twinner. Tu sais. Il va y avoir des fans qui vont être fans de Golden Greg. Tu sais. J'ai fait faire des wrestling bodies avec Michel Plante et Claude Malone. On a fait des petites poupées de nous qu'on a vendues. On a fait 6 exemplaires chaque. Malheureusement, ils sont sold out. Puis, c'est que ça, j'ai quand même des fans qui sont très dédiés. Il y en a qui se déguisent comme moi. L'autre jour, il y avait une game de baseball des Capitales. C'était une soirée spéciale cosplay. Puis il y avait un petit gars qui était déguisé en Golden Greg. Je veux dire, c'est comme je disais, je pogne beaucoup avec les enfants parce que je suis vraiment très caricatural. Je suis comme un méchant dans un film, un méchant dans un dessin animé. Ça fait que. Mais viscéralement, je suis méchant. Je fais des coups de cochon à mes adversaires. J'essaie toujours de tricher pour gagner. Et j'invective la foule avec, j'espère, beaucoup d'imagination. Malgré que tu es heal, est-ce que au tout début, ça a été compliqué de travailler avec la foule ou c'est arrivé tout de suite peu pour toi? Parce que c'est pas forcément évident aussi de pouvoir catcher devant une foule. Hein, tu sais, ils sont tous là. Enfin, c'est pas toi que je vais apprendre ça, mais je veux dire, on a tous des réactions totalement différentes au niveau des foules. Il y en a qui vont mieux réagir que d'autres. Est-ce que ça a été compliqué, toi, tes tout débuts? Moi, j'ai la chance d'avoir fait de l'improvisation pendant plusieurs années. En presque une vingtaine d'années, j'ai fait un bac en théâtre, j'ai joué au théâtre. Euh, donc, tout le côté théâtral, toute la théâtralité, la performativité, tout ce qui est côté art vivant de la lutte, ça, moi, j'étais très à l'aise avec ça. Mais c'est sûr qu'il y a des foules qui sont plus difficiles que d'autres. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Euh, L'idée, c'est toujours d'aller les chercher, de créer une réactivité. Puis là, j'ai l'arboré pas ici sur tous les trucs que j'utilise pour créer quelque chose, tu sais. Mais tu sais, des fois, je vais parler, quand c'est une foule qui est vraiment très impliquée, je vais parler dans le vide pour m'adresser à personne. Mais quand c'est une foule qui n'est pas impliquée, je vais vraiment sélectionner des personnes et leur parler pour en espérant qu'eux autres réagissent, puis que les gens autour d'eux réagissent, puis faire un effet domino pour que tout le monde réagisse. Tu sais, il y a des trucs comme ça que j'utilise, mais puis il y a des foules avec lesquelles il y a il faut quand même toujours essayer d'aller chercher, de créer une émotion, d'aller chercher un petit quelque chose dans la foule pour qu'ils puissent s'impliquer dans le spectacle, parce que la lutte, dans le fond, c'est une communion Oui, entre la bien sûr. foule et les lutteurs. Si la foule est morte, le spectacle va être morose, là, va être mort aussi. Hein. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce rôle de heal? J'aime pouvoir extérioriser tout ce que maintenant je me retiens de dire. Dans le fond, Golden Greg, c'est un peu moi quand j'avais 20 ans. Ça fait que maintenant, j'ai appris à être plus modéré. Mais avec Golden Greg, je peux me permettre de vraiment dire tout ce qui me passe par la tête, d'être très prétentieux, d'être très mesquin, très machiavélique, puis les gens embarquent, puis trouvent ça drôle parce que, tu sais, la manière que c'est amené dans le combat, ben, évidemment, tout le monde sait que ça va finir par être l'arroseur arrosé, puis que je vais me faire prendre à mon propre jeu. Il y a une question qui vient de me fusionner la tête pendant que tu étais en train de parler. Je voulais savoir, parce que tu t'expliquais que toi, tu aimais bien
pouvoir t'exprimer. Est-ce que tu penses, selon toi, enfin, je ne sais pas si ça se passe comme ça à la NSPW ou qu'est-ce que tu penses toi en général, mais est-ce que tu penses que quand tu as un personnage de heal, il faut savoir se mettre un peu une limite, tu vois, enfin une limite à ne pas franchir, à ne pas dépasser, ou alors pour toi, quand on est heal, on peut dire un peu tout ce qu'on veut, seulement si ça tient un petit peu dans l'histoire que tu veux raconter. Je pense que si c'est bien fait, tout peut être abordé. Tout peut être dit, euh, tout peut être fait, mais c'est toujours dans la manière. Euh, c'est même dans les sujets délicats, euh, il y a toujours une twist pour qu'on puisse amener ça, mais c'est sûr qu'il faut que ça reste drôle. Mais il ne faut pas que ça soit drôle juste pour toi. Il faut que ce Oui. soit drôle pour tout le monde. Mais je pense que quand tu es intelligent, il n'y a pas de limite. Je pense que quand tu es un gros imbécile, tu atteins vite la limite. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir dire pas mal tout ce qui nous passe par la tête si on sait bien le tourner. Ok. Je voulais savoir d'où te vient justement, tu vois, enfin, cette colère, parce que quand on est heal, on est méchant. Là, honnêtement, non, mais c'est vrai, là, on est entre nous, je vois pas comme quelqu'un de méchant. Est-ce que c'est compliqué de rentrer dans le rôle d'un personnage, toi, le rôle de Golden Grand? Est-ce que tu as réussi à tout de suite rentrer dedans ou ça a été un petit peu compliqué pour toi de l'extérioriser devant du public? Non, c'est très facile. D'ailleurs, tous les gens m'appellent Golden Grain. Ça fait que c'est très. Ça me va naturellement, je vous dirais. Euh, c'est pas quelque chose pour moi qui est un effort. C'est un effort de le maintenir, tu sais, ce qu'on appelle de ne pas décrocher. Tu Oui. sais, quand tu es un personnage, il faut que tu restes tout le temps dans le personnage. Si tu viens de manger une superplex, tu t'en relèves, il faut que tu sois quand même dans le personnage. Tu t'es cogné à la tête, t'es limite como, et il faut que tu restes dans le personnage. Tu sais, j'ai lutté un match, 2 minutes dans le match, j'ai mangé un dive, je me suis fendu le front, j'ai pissé le sang durant les 8 minutes qui restaient, mais il fallait que je reste dans le personnage. Tu sais, c'est ça qui va rendre ton personnage crédible. Il faut que les gens sachent plus faire la différence du moment que tu es dans le ring entre toi et ton personnage. Quand je vais à la table de merch, quand je me promène dans la foule, j'essaie autant que faire se peut de rester dans mon personnage pour, euh, pour vraiment que les gens aient une expérience complète. Puis, ça fait que c'est un rappel constant de rester dedans, mais pour moi, ça se fait très bien parce que c'est comme Golden Greg, c'est comme juste une extension de moi-même, tu sais. Dans le fond, c'est moi juste un peu plus graine. Justement, tu viens de me griller une question, donc du coup, on va parler de la question que tu m'as grillée, puis ensuite, on reviendra sur une question et après, on parlera de tes matchs. Je voulais savoir, parce qu'en général, je pose toujours cette question-là. Au niveau du kayfabe, toi, tu viens juste de dire qu'au niveau, bah, tu vois, enfin, quand on fait des autographes, quand on fait des photos, tu restes dans ton personnage. Est-ce que pour toi, c'est important de rester à ce moment-là dans son personnage? Est-ce qu'il faut être dans le kayfabe, hors kayfabe? Comment c'est en général pour toi et c'est quoi ton avis là-dessus? Ben, moi, je reste dans mon personnage. Je prends des photos avec les fans, même si je suis heal ou tout, mais j'essaie toujours de leur dire Ah, vous êtes vraiment chanceux que je vous laisse prendre une photo avec moi. Ah, ah! Hey, là, tu me déranges, là, mais moi, quand même, t'accorder une photo, mais là, je veux pas voir que tu vends ça sur l'Internet, là. Puis, tu sais, des affaires, je vais toujours leur parler comme si ça me dérangeait de prendre une photo avec eux, mais je vais quand même être bien content de prendre une photo avec eux. Puis, mais tu sais, même quand je vends mes t-shirts, quand je vends mon merch, tu sais, je raconte toujours des histoires. Tu sais, comme j'ai un gilet avec mon nom écrit en lettres dorées dessus, puis je leur dis que s'ils vont le vendre, s'ils vont le porter au pawn shop, moi je leur vends 20$, puis ils vont pouvoir avoir 60$ ils vont faire fondre l'orgue dessus, ils vont faire des petits bijoux avec, ça va être incroyable. Tu sais, ça fait que je parle toujours comme ça aux gens. Ça fait que je reste toujours dans mon personnage, mais je suis pas un heel qui repousse les gens, je suis comme un heel qui est plus fédérateur. Dans la vie de tous les jours, tu pourrais être ami ou vivre avec ton personnage ou ça risquerait d'être compliqué? Moi, il n'y aurait pas de problème. Ma conjointe, peut-être moins. Je pense que je me retrouverais célibataire assez rapidement. Mais, tu sais, non, Golden Greg, il parle fort, là, mais
il est pas si déplaisant que ça, dans le fond. OK. Aller faire une bouffe, boire un verre, passer une soirée avec lui, ça te dérangerait pas? Ben, ça pourrait être dangereux, aller passer une soirée avec Golden Greg. On pourrait se réveiller au Nouveau-Brunswick avec de l'argent américain dans nos poches sans savoir comment on s'est rendu là, là. C'est une possibilité. Mais non, non, je le ferai. Est-ce que tu te rappelles du premier match que tu as eu, tes tout débuts sur le ring? Est-ce que tu peux nous raconter? Bon, je suis sûr que ça n'a pas du tout été. Enfin, c'est normal. C'est les débuts, comme on dit, mais si tu devrais nous parler un petit peu de tes débuts, comment ça s'est passé pour toi devant une foule? J'ai eu un premier match dans un mock show, tu sais, genre un show qu'on a fait à l'école de lutte, mais avec des entrées puis de l'éclairage puis tout. Pardon. Ça a été moyennement bien. Mais mon vrai premier combat, c'était à graduation contre Clasher, Martin Lapierre-Girard. Puis ça a étonnamment été très bien. Martin, c'est un vétéran qui sait quand même ce qu'il fait dans le ring, là. Puis ça, tu sais, c'est sûr que c'est pas mon meilleur match, c'est pas un match parfait, c'est pas. Mais somme toute, je suis quand même très fier de mon premier match. Et Martin m'a vraiment bien guidé dans ce match-là. Après, j'ai lutté contre Stephen Sullivan. J'ai tellement de matchs. Ouais, mon premier vrai match en spot show, ça a été contre Robbie Hennessy. Ça aussi, ça a quand même été relativement bien. Là, j'étais très, très, très green, là, très vert. Mais c'était à Saint-Martin en Beauce. Ça s'est somme toute bien passé. Il y a des petits oublis, il y a des petits muffs, mais Et les débuts, over, hein? j'ai pas de très mauvais souvenirs de mes premiers matchs. J'ai eu des Ok. pires matchs, par Oui, non, mais après ça, c'est les débuts. Bah, justement, j'ai envie de savoir, c'est la question qui arrive. Si tu devais nous parler de l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait et l'un de tes pires matchs, qu'est-ce que ça serait pour toi? un de mes meilleurs matchs, c'est une danse à quatre avec Lou O'Farrell, Michel Plante et Cecil Nix. J'avais mon personnage de Gangrel dans ce temps-là qui était comme une copie de Gangrel parce que j'étais avec Pee-Wee. On voulait former le Brood Québec et on voulait convaincre Gangrel de se joindre à nous parce que Gangrel était venu à Golden Opportunity. Alors j'étais un vampire et là, Cecil Nix est rentré avec un pieu, je l'ai mordu dans le cou, tout ça a fini, datata. Finalement, Lou a essayé de me pieuter comme Buffy à la fin du combat. Et tout a bien été dans ce combat-là. Ça a roulé. Puis, tu sais, avec l'histoire qu'on racontait, tu sais, que tout le monde a joué sur le fait que j'étais un vampire. Ça c'est un de mes vraiment meilleurs matchs, un de mes meilleurs souvenirs. Puis en plus, je remplaçais Pee-Wee à pied levé dans ce match-là, parce que c'est Pee-Wee qui était censé lutter. Il y a eu un empêchement, puis on avait même fait une promo au stade Canac, au stade de baseball où il est animateur. Puis je me transformer en chauve-souris pour me rendre jusqu'au centre horizon faire mon match. Ouais, ça c'est un de mes meilleurs matchs, je pense. Et tes Mais pires j'ai eu plein. matchs? Ah, hey, un 30 décembre, on avait fait le party avec les chums la veille. On s'était fait une fondue avec nos blondes jusqu'à 3 heures du matin. Le lendemain, j'étais en équipe avec Pee-Wee euh, contre Michel Plante puis Charles Martel. Puis ça avait pas bien été, là. Moi, te le dire, là. Eh, j'étais pas tout à fait là. C'est que mon meilleur match était avec Michel Plante et mon pire match était aussi avec Michel Plante. Mais c'est Le ça. pauvre. Ouais, Mystery Show, là, ça avait. Ah, y a rien qui est. Tu sais, des fois, il n'y a rien qui marche. Là. Il n'y a rien Ouais. qui marchait. Ça. Non, Mais mais c'est pas grave. après on est tous différents. Comme je dis, après, c'est normal. Si la veille, tu t'es couché à 3 heures du matin, oui, c'est logique. Non, mais après, tu as raison, tu en profites. Tu dirais que c'était qui, toi, ton adversaire le plus compliqué? Travis Toxic. Puis il a été simple avec moi en plus. Là. Il y a vraiment. Il y a eu Travis, il y a eu
Dylan, c'est toujours j'ai lutté contre Merci, Dylan Steph. Champ. Ah merde, je C'était pensais que c'était moi. non, Double D. Avec lui, Sean Mason, c'était aussi un match qui gaulait pas pire. Là. C'est ça. Ça, c'est des lutteurs qui sont. Dylan et Toxic, c'est des lutteurs extraordinaires qui sont 100 fois meilleurs que moi. Fait que c'est sûr que quand j'ai à lutter contre eux, il faut que je m'adapte, il faut que je up my game là, du mieux que je peux. Ça va vite. Ok. On va rentrer un peu dans les questions compliquées. J'aime bien un peu me poser des questions compliquées. Alors ne t'inquiète pas, c'est pas des questions personnelles, mais tu vois, c'est des questions qui s'adressent un petit peu à tout le monde. Allez, je vais vraiment commencer tout doucement. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné jusqu'à maintenant? Dans le domaine de la lutte, Oui, c'est trust the process. Fais confiance au processus. Chiale pas sur tes bookings, chiale pas sur tes défaites, chiale pas sur rien. Vois le big picture. T'sais. Éventuellement, si tu fais tes affaires, si tu les fais bien, si tu es facile à travailler avec, trust the process, puis il y a des belles choses qui vont arriver. T'sais. Je veux dire, les bookers, ils savent ce qu'ils font. Ils ont des plans, ils ont des histoires, c'est prévu d'avance. Ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de chialer. C'est pas grave de perdre. L'important, c'est overall, c'est quoi l'histoire que tu racontes, comment tu l'amènes, puis qu'est-ce que tu fais toi pour mettre tout le monde en valeur dans cette histoire-là. Je pense que trust the process, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. ok. Qu'est-ce qui est compliqué selon toi en étant lutteur? Qu'est-ce que toi tu peux trouver compliqué justement en étant lutteur? Ça dépend à quel niveau. Moi, je suis quelqu'un qui m'implique beaucoup, qui prend la lutte très à cœur, qui est très investi dans tous les aspects de la lutte, monter les shows, trouver des solutions, nanana. Ça fait que c'est très accaparant. Ça prend beaucoup de temps. C'est sûr qu'on lutte aussi beaucoup. On a des shows à toutes les fins de semaine, des fois 2, 3 fois par fin de semaine. La semaine passée, on a lutté jeudi, vendredi, samedi, puis il y a des gars qui luttaient dimanche aussi. Ça fait des grosses fins de semaine, c'est dur. Mais moi, mes enfants sont quand même rendus assez vieux. Là, ils sont capables de se gérer tout seuls. Mais c'est sûr que la fin de semaine, je les vois pas beaucoup. Puis ma conjointe, ben, une chance qu'elle vienne me voir lutter parce que sinon, on se verrait pas beaucoup non plus. Fait que ça, c'est très accaparant, mais je pense que c'est un coup à donner le temps que tu le fais, là, parce que moi, je parle juste pour moi, moi, je ne ferai pas ça pendant 20 ans, là, tu ne ferais pas ça pendant 10 ans non plus. Là, tu fais ça pendant 5 ans, si j'ai le corps qui tient, ça va être beau. Là. Justement, j'ai oublié une question, donc tu viens d'en parler, on va en parler, on reviendra au niveau des questions compliquées. C'était quoi un peu le retour de ta femme, de tes enfants quand ils t'ont vu lutter? Est-ce que ça a été les premiers, je suis sûr, à t'encourager, mais leur retour, eux qui te connaissent personnellement, c'était quoi un petit peu leur retour? Inquiétude, fun, c'était quoi un peu leur retour? C'est sûr que Mélanie, ma blonde, elle a toujours peur que je me fasse mal. Puis, quand je me blesse, ça la secoue pas mal. Ma fille est devenue quand même une fan de lutte. C'est rendu une fan de Generation Next. Elle va voir des shows, même si je lutte pas. Si, elle connaît ses lutteurs, elle a ses préférés, ses amis. L'autre jour, elle était pas là. Puis il y a de ses amis qu'elle avait amené me voir lutter qui étaient là toute seule pour venir voir le show. Qui ne venaient pas voir moi, là, ils venaient voir le show, tous les lutteurs qui étaient sur le show parce que ça les a conquis. Fait que, je pense que les autres, c'est un retour très positif. Puis mon fils aussi, mon fils, il est bien impressionné que je fasse de la lutte à mon âge. Là, parce que mon fils, il aime bien ça m'écœurer parce que je suis vieux. Parce que lui, il a 16 ans puis il a toute la vie devant lui. Fait que c'est pas mal ça, c'est quand même assez positif.
J'ai voulu aller trop vite au niveau de mes questions, mais c'est rien, c'est de ma faute. C'est pour ça je rattrape un petit peu et excuse-moi. Il faut que j'arrive à garder mon ordre, mais c'est un peu de ma faute. Ça fusionne des fois là-dedans. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de tes meilleurs et de tes pires combats. J'ai oublié de te demander, est-ce que tu as des stipulations particulières qui pourraient t'intéresser? Est-ce que, par exemple, des matchs à stipulation, ça t'intéresse, que ce soit des matchs hardcore, des matchs simples, hein, échelle, des TLC matchs, bref. Est-ce que tu as des stipulations particulières qui t'intéressent? J'ai participé à un match d'échelle à Golden Opportunity de table, un TLC dans le fond, Table, Ladle and Chair. Mais j'étais juste le lutteur qui accompagnait, puis oui, ça ne m'a pas empêché de jouer avec les chaises puis de passer à travers une table. Là. Puis le show d'avant, j'étais monté dans l'échelle puis j'étais encore passé à travers une table. Ça fait que, tu sais, ça, j'aime les trucs comme ça, tu sais. Mais hardcore, tu sais, j'irais pas là. Tu sais, moi, je bomberais pas dans les tacles, là, tu sais. Je lutterais pas dans du barbelé. Tu sais, des kendo, des coups de drapeau, oui, tu sais, ça, j'ai pas y a pas de problème avec ça. J'aimerais faire un match, genre, avec un match, un dog collar match, ou un match avec des straps cubaines comme Savio Vegas puis Stone Cold Steve Austin. Là, il y a CM Punk qui veut en faire un avec Drew McIntyre. Euh, Ça, c'est des trucs classiques comme ça. C'est des choses qui m'intéresseraient, là. Un dog collar, là, vraiment, tu sais, à la Roddy Piper, ça j'aimerais bien ça. C'est- Mais c'est le plus loin dans le hardcore que je me rendrais. Justement, c'était quoi cette première sensation quand tu es passé à travers c'est une table, c'est ça, hein? J'ai passé à travers une Ouais. porte avant, Ah, une une table, porte, oui. ok. Alors, du coup, Ah, la sensation? ben, j'étais quand même en confiance parce que j'étais avec un lutteur d'expérience, là, tu sais, c'est quand même... j'aurais pas laissé n'importe qui me passer à travers une table, Ouais, mais non, mais ça secoue. c'est je me doute. c'est spécial. Ouais, mais en même temps, il y a quelque chose comme une épiphanie, tu sais, comme genre, tu passes à travers, puis tu sais, ah yes, je l'ai fait. J'ai passé à travers ma table. Tu sais, c'est que c'est quand tu as vu plein de lutteurs le faire, tu sais, t'as vu les Hardy Boys, t'as vu Edge Christian, les Dudley Boys, tu sais. Puis là, c'est à ton tour. Il y a de quoi d'assez cathartique là-dedans, je dirais. Euh, Même si ça sonne. Tu penses qu'on peut avoir un blocage psychologique? Est-ce que ça s'est déjà arrivé ou est-ce que tu as déjà vu ou entendu quelque chose, je ne sais pas, hein, peut-être pendant, allez, on va dire les entraînements et tout entre vous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà restés tétanisés parce que tu vois, enfin, ils sont dans l'euphorie, ils font leur match, ils doivent justement passer à travers une table et là, tu vois, enfin, le cerveau, là, il bloque complètement et tout. Est-ce que c'est déjà arrivé des gens qui ont été tétanisés par le fait qu'ils soient en hauteur, par exemple, genre en haut d'une échelle, qu'ils doivent se sauter et que ils restent tétanisés. Oui, ben c'est sûr, ça arrive des fois, tu sais, il y a des gens qui ont, tu sais, ils sont censés bumper sur une échelle, bumper sur une table, manger un coup de chaise, puis ils choquent un peu, tu sais. Ils le font pareil, mais tu sais, ils le font moins, ils sont moins à l'aise de le faire. Mais dans les cours, oui, ça arrive, tu sais, les premières fois qu'on monte sur la troisième corde, puis il faut sauter dans le ring, sauter sur le tapis, après ça, on enlève le tapis, saute direct dans le ring, front flip direct dans le ring, prends ton bump. Les premières fois, il y en a beaucoup qui ne veulent pas le faire, là, tu sais. Ok. Faut chacun a ses limites. C'est sûr qu'il y a des choses que tu es obligé de faire, ou presque quand tu es un lutteur. Mais comme moi, je ne flippe pas par en arrière. T'sais. Hmm. Je vais pas jamais flipper par en arrière. Je suis trop vieux pour too old for that shit. Je flippe par en avant, il n'y a aucun problème. Je monte ça à 3, je fais plein d'affaires, je vais bumper sur le béton, mais je flipperai pas par en arrière. C'est pas quelque chose que je suis à l'aise de faire. On sait que malheureusement, alors je veux pas qu'on rentre trop dedans parce que c'est un peu la question de tabou et on n'est pas là pour parler d'argent. Je sais qu'en général c'est un peu tabou ce type de question, mais on sait qu'on ne peut pas vivre du catch malheureusement ou alors très peu arrivent à en vivre. Je voulais savoir, est-ce que pour toi tu penses qu'il y en a des fois, ils veulent pas trop se sacrifier dans des matchs
parce que, bah, certes, le lundi, bah, ils retournent un peu au travail et ils ont pas envie non plus, tu vois, enfin, d'avoir une grave blessure ou alors, bah, pour le cachet qu'ils prennent, ça vaut pas enfin, tu vois, ça vaut pas le lieu de se blesser. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui ralentissent un petit peu au niveau de la cadence? Ben, je dirais pas en général. Tu sais, je dirais, ça peut arriver à un moment donné, un soir, ça fait 3 soirs de suite que tu luttes, t'es à Saint-Zéphyr, tu vas dire, ah, tu sais, on se fait pas mal, tu sais, il va smooth. Mais non, parce que je pense qu'il y a personne qui fait ça pour le payoff, tu sais. Tout le monde fait ça pour la passion, tu sais. Puis je pense que tout le monde veut livrer le meilleur match possible, même si c'est un dimanche soir, même si tu travailles le lendemain, même si tu risques de te blesser. Je pense que la plupart des lutteurs veulent toujours donner leur 110%, là. Je pense pas qu'il y en a qui se ménagent volontairement quand c'est pas nécessaire. Je pense que la plupart des gens, ils vont all-in tout le temps. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des circonstances. Tu sais, je veux dire, à Golden Opportunity, qui est le plus gros show de l'année, au Stade Canac, tu sais, on va prendre plus de risques, mettons, que à Saint-Boniface, là, tu sais, un soir par rapport où tu sais, on lutte en chum. Là, tu sais. Tant que tu donnes un bon spectacle, tu sais, c'est ça l'important. Mais Ouais, bien sûr. le niveau de risque ne sera pas nécessairement le même. Pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'un catcheur? Les inconvénients, je les ressens tous les matins quand je me lève. Crée-moi. Puis, ben, les avantages, c'est ça, tu sais. Là, je parle pour moi, mais C'est le moi, but, hein, de là, l'interview. C'est de toi, oui, ton ressenti à toi. présentement, tu sais, je vis ma best life, là. Tu sais, c'est très rare les gens qui réussissent à réaliser leurs rêves, tu sais. Et moi, mon rêve, c'était d'être un lutteur professionnel, de lutter devant des foules. Je lutte pas au Madison Square Garden, je lutte pas pour la I, je lutte pas, même pas pour la All Elite, mais je lutte quand même pour une des plus grosses fédérations au Québec, une des plus grosses fédérations au Canada, euh, une des meilleures, tu sais, qui a les meilleurs talents, euh, même des talents qui rivalisent là, avec n'importe de calibre international, là. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance d'évoluer là-dedans puis d'avoir mon personnage, il fonctionne. Il y a des gens qui m'achètent des t-shirts, il y a des gens qui me suivent sur les réseaux, il y a des gens qui me reconnaissent à l'épicerie, il y a des gens qui me reconnaissent quand je sors en ville. Tu sais, je veux dire, j'ai réalisé mon rêve, c'est quand même très, très rare, là. Un rêve en plus qu'à mon âge, je pensais jamais réaliser, tu sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, si tu me le demandes, j'ai dit j'aurais dû vraiment être plus sérieux à 20 ans puis commencer à lutter à 20 ans, là. Mais c'est pas arrivé. Tu sais, je peux pas vivre dans le passé non plus. Mais tu sais, c'est le feeling que tu as quand tu sors devant une foule là, de 200, 300, 2000 personnes, là, tu sais, c'est insane, là. C'est une rush d'adrénaline qui est inégalable, là, en tout cas pour moi, là. Tu sais, j'en ai fait des spectacles, tu sais, des spectacles de T'expliquais musique. que tu te faisais remarquer à l'épicerie, enfin qu'on te reconnaissait. Bon, en général, bon, tu vois, enfin, souvent, c'est ce qui plaît un petit peu, tu vois, enfin, aux jeunes et tout, hein, qui nous regardent, tu vois, enfin, qui n'ont pas encore, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais je veux dire, tu vois, enfin, je veux dire, qui n'ont pas encore conscience de la réalité. Est-ce que parfois, c'est possible, attention, je dis pas que tu es non plus une star internationale et tout, mais je veux dire, ça doit être chiant un petit peu, parfois, de se faire reconnaître. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, par exemple, genre en repas de famille ou autre, bah, tu vois, enfin, que tu croises un fan, des fois, tu vois, enfin, t'as des gens qui sont un peu plus lourds que d'autres. Est-ce que toi, en général, ça se passe plutôt bien? C'est quand tu sors en repas de famille ou autre? Ah non, non, tu sais, ça se passe très bien. Tu sais, genre, c'est Hey, c'est Golden Greg. Ah, non, non, non. Puis, tu sais, je suis facile à reconnaître. Là, tu sais, je veux dire, j'ai une grosse moustache. C'est assez. Puis, tu sais, je suis quand même dans la vraie vie. Tu sais, je ressemble quand même un peu à Golden Greg. Ça fait que c'est pas. Non, c'est jamais. Puis, c'est pas des grands. C'est pas des grosses palabres, là. Tu sais, c'est juste, tu sais, genre, à SAQ, le gars au cash, il dit.
Hey, vous faites de la lutte, vous, monsieur. Hein? Puis, on va dans un show. Hey, Golden Greg, hein, à l'épicerie. C'est rien de malaisant. Il n'y a pas du monde qui va se faire prendre en photo avec moi en public, genre en dehors des shows là, où qui sont vraiment très dérangeants. C'est juste parce que Québec aussi, ça, c'est l'autre affaire. C'est quand même une petite ville. Là. Fait que, les gens qui viennent à la lutte, ben, ils vivent à Québec eux autres aussi. Là. Tu as des chances de les croiser au Canac, t'as des chances, ça c'est une quincaillerie. T'as des chances de les croiser un peu partout en ville. Là. C'est pas inusité. Je pense que tu as plus de chances de te faire reconnaître à Québec si tu te fais de la lutte que si tu te promènes dans une grande ville là, comme Los Angeles, New York ou Paris, là, où là, tu vas passer plus inaperçu. Là. Ici, c'est quand même plus facile de se faire reconnaître. Alors, je sais qu'en général, on n'aime pas un peu en parler, mais moi, je trouve que c'est important parce que tu vois, enfin, on est humain avant tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments de burn-out par rapport au catch? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que le catch, au bout d'un moment, tu vois, enfin, ça te saoule ou peu importe pourquoi, hein, peut-être un décès dans ta famille ou autre qui t'a fait que, bah, tu vois, enfin, te dégringoler et tout. Est-ce qu'à un moment donné, t'as déjà eu un burn-out? Ben, pas un burn-out, là. C'est sûr que j'ai eu une petite remise en question au printemps. Euh, euh, c'est par rapport aux entraînements, puis à la façon dont certaines personnes traitaient certains lutteurs. Euh, Puis ça s'est réglé, on en a jasé, puis c'est finalement, tout le monde avait overreacté dans cette histoire-là. Puis, mais j'avais une petite remise en question, là, me disant, je veux-tu, me tente-tu vraiment qu'il y ait du monde qui parle de même de mes chums, puis tout, puis, c'est-tu vraiment. Mais finalement, c'était sans conséquence, puis j'ai lutté cet été comme jamais, tu sais. Puis cet été, on a eu la chance au mois de juillet d'avoir moins de booking, c'est qu'on a pu prendre un peu de repos. En juillet, j'ai lutté juste une fois à Trois-Rivières puis à Chipagan, au Nouveau-Brunswick. Ça fait que ça a été relaxant. Puis là, je suis plus motivé que jamais. T'sais. Mais ça arrive dans toutes les remises en question. Ça arrive dans ta job, ça arrive dans ton couple. Ça peut juste pas arriver avec tes maudits enfants, parce que t'es pas bien pour le restant de tes jours. Mais ça arrive. Ça arrive, c'est rien de. Puis ça peut être. Ça amène des discussions, puis ça amène des remises en perspective. Je pense que c'est pas nécessairement mauvais. Puis, mais j'ai eu juste cette petite remise en question-là, puis ça a passé très bien. Ça fait que non, pas de vrai burn-out. Là. Mais c'est sûr que des fois, tu es déçu. Pardon, comme après un mauvais match, ben, hey, t'es comme. C'est ça, t'es. Wouhouhou, yeah, ça a mal été. Mais faut pas que tu laisses faut pas que tu laisses un mauvais match définir ta carrière puis définir ce que tu vas faire parce qu'après ça, tu peux en avoir 5 extraordinaires. T'sais. Bien sûr. Fait que ça arrive à tout le monde des mauvaises soirées. Tu parlais Voilà. tout à l'heure, tout à l'heure de ta compagne. Est-ce que pour toi, quand on est lutteur, est-ce que c'est compliqué d'être en couple, que ce soit avec une catcheuse ou une personne qui est en dehors du catch? Est-ce que toi, au début, tu t'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, mais je voulais savoir, est-ce que ça a été compliqué également parce que tu disais que bah, heureusement que ma compagne, elle vient avec moi au niveau des shows, sinon je la verrais pas et tout. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de compliqué? Comment elle, elle réagit par rapport à ça? Est-ce que des fois, ça vous arrive des fois d'en discuter et tout? Ben, oui, c'est sûr que, tu sais, on se fait on se fait des date night, tu sais. Des fois, c'est le jeudi, tu sais. Des fois, c'est le dimanche soir. Mais, tu sais, on essaie de concilier notre vie de couple avec la lutte. C'est sûr qu'elle vient à la lutte, elle donne un coup de main à la lutte. Puis, mais j'ai la chance d'avoir une conjointe qui est excessivement conciliante, tu sais, puis qui me laisse vraiment les coups des franches pour faire m'impliquer comme je veux, tu sais, qui va jamais me dire ah ben là non non je voudrais pas, ben là tu as lutté 3 fois ce mois-ci, peut-être la quatrième fois être trop, tu sais. Tu sais, elle sait que c'est mon rêve, elle sait que c'est ma passion. Elle sait que je ne ferai pas ça pendant encore très longtemps aussi. Je pense que ça joue aussi. Tu sais. Elle sait qu'elle n'aura pas enduré ça pendant 10 ans. Là. Ça fait que
je pense qu'elle me laisse vraiment vivre mon rêve le plus librement possible, puis j'en suis très reconnaissant, là, tu sais. Puis, tu sais, au day-to-day, c'est sûr que des fois, on se voit pas aussi souvent qu'on voudrait se voir, mais tu sais, je veux dire, overall, il y a quand même 5 jours, il y a quand même 7 jours dans une semaine, tu sais. Puis la plupart de ces journées-là, on est quand même ensemble, même si on n'est pas en train de faire des activités tout le temps. Ah, peut-être que le souper, c'est une activité. Mais là, on fait. Ouais, on fait des affaires de même. Non, mais c'est vrai, ça peut être une activité manger. Hein. Tu sais, il y en a, Ah oui. ils raffolent de manger. Alors, normalement, j'avais une question. Alors, je te lis ma question de base, mais comme tu as répondu, du coup, je vais juste la modifier. Alors, ma question de base, c'est si tu as des enfants, les autoriserais-tu à faire du catch? Donc, comme tu as expliqué que tu avais des enfants, du coup, est-ce que si un jour ils te disent, bah voilà, papa, je veux devenir catcheur ou catcheuse pour ta fille, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu aurais des conditions à mettre? Non, à part d'être prudent, parce que tu sais, l'important, c'est toujours d'être prudent. Je veux dire, les gens qui. Pas faire des affaires irréfléchies, puis pas mettre tous tes œufs dans le même panier non plus. Tu sais, pas me dire je lâche l'école pour faire de la lutte. Ça va être non. J'abandonne mes études, papa, je vais devenir lutteur professionnel. Non, ça n'arrivera pas. Mais sinon, là, je ne mettrais pas de barrière. Mais tu sais, c'est pas pour l'instant quelque chose qui les intéresse. Tu sais, mon gars, il joue au football américain, pas au soccer. Puis lui, c'est sa grosse passion, là. Le gym et le football. Et ma fille étudie en comédie musicale. Ça fait que elle fait des spectacles, elle fait du théâtre, elle fait elle s'exprime de cette façon-là. C'est que je pense pas que c'est quelque chose qui va leur tenter un jour de toute façon. Mais si ça leur venait, si le goût leur venait, moi, j'aurais pas d'objection à ça. Tant qu'ils sont prudents et qu'ils ne pensent pas à abandonner leurs études pour ça. Ils ont quel âge si c'est pas indiscret, tes enfants? Tu vas comprendre pourquoi je demande ça. Mon gars, il a 16 ans, puis ma fille va avoir 18 ans dans un mois. Ok. En fait, Dans 10 pourquoi je te pose cette question? Parce que je voulais savoir si c'était pas non plus un peu une peur pour toi, parce que tu expliqué que tu avais commencé à catcher, enfin, pas très loin du Covid. Est-ce que si tu aurais catché plus tôt, est-ce que ça aurait été aussi une peur pour toi de ne pas peut-être les voir grandir? Parce que je sais que c'est un peu, tu vois, l'appréhension que ont les gros lutteurs, hein, je pense, des Kevin Owens et tout, où ils ont des femmes vraiment compréhensibles, des enfants aussi. Est-ce que toi, ça aurait pu être une peur pour toi? Ben, je pense que nous, on n'est pas comme les gens à l'AI ou à la All Elite. T'sais. À AI, là, ils vont lutter 300 jours par année, 280 jours par année. Hey, nous autres, on lutte 3, 4, 5 jours par mois. T'sais. C'est juste que c'est toujours le samedi, le vendredi ou le dimanche, là, la plupart du temps. T'sais. Ça fait que je pense que c'est pas la même réalité. Je sais pas non plus jusqu'à quel point pardon, quand mes enfants étaient en bas âge, j'aurais été aussi impliqué et aussi investi dans la lutte. Je pense que j'ai la chance de m'investir autant puis de donner autant d'heures, de donner autant de temps parce que justement, mes enfants sont en âge de s'occuper d'eux autres mêmes. T'sais. Fait que ça, c'est un avantage pour moi aussi là, au niveau des horaires et de la disponibilité. Ça fait que je, je pense pas que quand mes enfants étaient plus jeunes, j'aurais lutté avec autant d'assiduité. Ok. C'est des choses auxquelles tu en as déjà discuté avec eux ou vraiment jamais, jamais, ça a jamais été une discussion parce que tu vois, en général, on peut fêter son anniversaire, on peut louper une sortie un week-end et tout, et souvent, bah, en général, tu vois, enfin, on dit, on reproche la plupart du temps à ses parents, vous n'êtes pas assez là pour nous, justement, vous êtes trop là pour nous, donc du coup, ça aussi, c'est compliqué, mais est-ce que tes enfants t'ont déjà dit, encore une fois, comme je dis, c'est pas méchant, t'es pas non plus une star internationale, mais je veux dire, est-ce que tu as toujours été genre là, enfin, pour les anniversaires, pour faire des sorties, ou parfois c'est un peu compliqué, comme tu catches un peu le week-end? Non, pas mal, toujours été là. Euh, c'est sûr que maintenant, on fait moins de.
on va faire un souper pour leur anniversaire, on va faire mais tu sais, c'est moins des grosses fêtes, tu sais, Ouais. au resto, nanana, tu sais. On manque pas ce genre d'occasion-là. Puis, de toute façon, tu sais, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Ma fille, je vais voir ses comédies musicales. Mon gars, je vais voir ses matchs de football quand je peux, quand je ne lutte pas. Des fois, ça arrive en même temps. Mais, tu sais, sinon, avec Maverick, on va au gym ensemble, là, tu sais, plusieurs fois par semaine. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même une très bonne relation avec mes enfants. Puis, je pense pas que la lutte fait qu'ils trouvent que je les néglige, là. Ok. Non, mais c'est important. C'est pour ça, moi, comme je te disais tout à l'heure en off, tu vois, moi, je trouve que tu vois, c'est un peu des questions importantes parce que, bah, tu vois, pour les plus jeunes qui justement, tu vois, enfin, veulent se lancer dans le catch, bah, tu vois, c'est si un jour ils ont des enfants, comment ils réagiront face à différentes situations. On arrive bientôt au terme de l'interview. Je voulais savoir un petit peu, bon, si tu veux bien en parler, parce que je sais qu'il y en a des fois ils veulent pas en parler, mais euh, quel métier exerces-tu en dehors du catch et c'est quoi un peu la relation de tes collègues? Est-ce qu'ils savent que tu es catcheur? Est-ce que ton patron également le sait, enfin, le sait? C'est quoi un peu leur retour? Oui, ils le savent. Ma boss, euh, elle a toujours peur que je me blesse et que je puisse pas rentrer travailler. Parce que, en fait, je suis gérant d'entrepôt à la coop zone de l'Université Laval, c'est-à-dire c'est la procure ou le magasin qui fournit tous les étudiants en papeterie, en informatique, en manuel scolaire. On a une librairie aussi, on a une section vraiment tout ce qui est gilets, manteaux aux couleurs de l'université, c'est nous autres qui produisons ça, qui les vend à tous les étudiants là, qui sont sur le campus. Ça fait que c'est ça. Moi, je travaille à l'entrepôt, c'est moi qui est le gérant d'entrepôt. Mon titre officiel est gestionnaire responsable de l'entreposage et de la logistique du transport. Ça va, Fait pas que trop de moqueries par rapport au niveau non, du catch, au niveau des collègues ou autres, hein? bon, des fois au party de Noël, quand on a pris un petit verre, là, mais je me fais un peu tirer la pipe. Mais sinon, non, tu sais, je pense que au Québec, en tout cas, la lutte a maintenant très bonne réputation. Tu sais, avant, tu sais, dans les années, comme je disais, tu Ouais. sais, 40, 50, Avec la 60, drogue et tout. Ouais. ouais, c'est ça, c'était très bien vu. Après ça, il y a eu comme une période où c'est devenu un peu plus ridicule. Dans les années 90, début 2000, la lutte, c'était moins bien vu. Tu sais, il y avait un a priori négatif là-dessus, mais je pense que on a réussi à démontrer que la lutte, tu sais, c'est un art vivant comme les autres, tu sais, c'est un spectacle comme les autres qui a une partie qui est vraiment théâtralisée et il y a une partie qui est très athlétique, puis tu sais, qui s'approche aussi tu sais, des arts circassiens. Il y en a, tu sais, je veux dire, c'est un peu comme le cirque. Bien Euh, sûr. je pense que maintenant, la lutte a meilleure presse, puis je pense que les gens sont plus aussi prompts qu'avant à rire des lutteurs, puis à dire que c'est du fake, puis qu'on fait semblant de se battre, puis que c'est pas du sang, c'est du ketchup. Je vous le dis, c'est du sang. Du ketchup, ça serait pas très bien vu niveau, tu vois, tu vois, enfin pour les, bah déjà pour un peu pour l'hygiène et puis de deux, c'est de la nourriture, donc du coup je vais avec de la nourriture. Je suis pas si fan que ça. Allez, encore quatre dernières questions, puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que le catch t'a apporté, tu dirais? Ah, vraiment, là, ça m'a apporté, pour vrai, une discipline dans ma vie, tu sais, où je suis vraiment rendu beaucoup plus discipliné. Tu sais, le gym, c'est très important. Tu sais, toujours aller au gym, toujours s'entraîner, toujours être à l'heure, faire les spectacles, écouter les. Tu sais, puis aussi une ouverture, une écoute sur les gens avec qui tu travailles. Tu sais. Ça m'a vraiment. Avant, j'étais peut-être un peu plus misanthrope. Et maintenant, j'ai vraiment beaucoup plus ouvert sur les autres, écouter ce qu'ils ont à apporter, écouter ce qu'ils ont à dire. J'ai une meilleure oreille, je dirais. Puis ça, je pense que ça vient de la lutte. Parce que, tu sais, dans la lutte, on est toujours en gang, on est toujours ensemble. Tu sais, c'est sûr, des fois, il y a des égos, des fois, ça se frotte, tu sais, des fois, il y a des prises de bec. Mais, tu sais, il faut toujours parvenir à régler ça de manière diplomatique. Puis je pense que ça m'a apporté vraiment.
Je pense que la lutte a fait de moi une meilleure personne. Puis ça, ma blonde, elle serait d'accord avec moi aussi. Je pense que je suis devenu un meilleur Greg grâce à la lutte. Ok, alors là, c'est la question compliquée. Je vais te demander de jouer le jeu. Je suis désolé, hein, c'est la question la plus compliquée de l'interview. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? Tu as la possibilité de faire apparaître 3 catcheurs de ton choix, des catcheurs que tu souhaiterais ou que tu aurais aimé pouvoir affronter. Ça peut être des catcheurs qui sont toujours vivants actuellement, ça peut être des catcheurs qui sont morts. Quel catcheur aurais-tu aimé affronter si tu avais la possibilité d'en affronter 3? Alors en général, j'en demande un seul, mais comme c'était beaucoup trop compliqué et qu'on me respecte tellement sur cette chaîne que j'ai accepté pour 3, donc du coup maintenant je demande 3. OK. 3 lutteurs que je voudrais affronter. Euh, Dino Bravo, qui est un lutteur québécois qui a lutté un peu à la WWF à l'époque, mais qui était une méga star au Québec dans les années 70-80. C'est un lutteur que j'ai toujours beaucoup admiré avec Rick Martel. Euh, mais Dino Bravo, j'aurais aimé ça avoir une bonne go avec lui. Euh, c'est sûr que je pense que le rêve de tout lutteur, c'est de lutter contre Shawn Michaels. Je pense que c'est, c'est, je pense, le lutteur le plus complet que j'ai jamais eu dans la lutte professionnelle. Puis, attends, donne-moi un troisième, laisse-moi réfléchir. C'est compliqué, hein, je suis désolé. Non, mais j'en ai 2, 3 qui viennent en même temps. Je veux pas les. Mais peut-être un 60 minutes contre Ric Flair, là. Euh, ça doit forger un homme, ça. Ça fait que, ouais, un bon 60 minutes bien saignant contre Ric Flair, là. Ça, j'aurais aimé ça. Donc, disons bravo, Ric Flair, puis Shawn Michaels. Ok. Ça, Une c'est question aussi, pareil, un peu plus compliquée. T'es pas obligé d'y répondre hein, parce que c'est la question entre guillemets pour faire chier le monde. Mais je veux dire, si admettons tu devrais affronter ton double, comment tu te battrais? Enfin, comment tu gagnerais, pardon, excuse-moi. contre Golden Greg. Ouais. Euh, Golden Greg. Golden Greg, il devient toujours trop confiant à un moment donné, puis il pense qu'il a gagné. Il est certain que sa triche va fonctionner, mais sa triche se revire toujours contre lui. Fait que j'attendrai le moment opportun où il va avoir trop de confiance en lui. Il va essayer quelque chose, il va se faire prendre, et je vais pouvoir retourner la situation à mon avantage. Bing bang, 1, 2, 3. C'est comme ça que je gagnerai. J'espère qu'on n'a pas trop donné d'indices à tes futurs adversaires qui regardent l'interview. Je voulais savoir, est-ce que tu as un énorme regret par rapport au catch, hein, quelque chose que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas pu faire ou autre? Est-ce que tu as un regret? Ouais, mais c'est pas un énorme regret. Mais tu sais, tantôt j'ai parlé que j'étais Gang Greg, on a fait un rap avec Pee-Wee pour que Gangrel se joigne à nous puis forme le Brood Québec au lieu d'être avec Edge puis Christian. Puis Gang, on était supposé avoir un payoff de ça, tu sais. Gangrel était supposé être impliqué dans la storyline, mais finalement, il y a eu des problèmes avec ses avions puis tout, ça fait que on n'a jamais réussi à conclure cette histoire-là du Brood Québec. Et ça, j'aurais aimé ça, tu sais, conclure, parce que ça avait vraiment bien décollé, puis les gens étaient très investis dans cette histoire-là. Fait que conclure l'histoire du Brood Québec avec Gangrel, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Ça s'est pas produit. Qui sait, ça va peut-être se produire un jour dans le futur. On ramènera peut-être le Brood Québec. Mais ça aurait été intéressant. Là, finir cette histoire-là, ce grand angle de comédie-là avec Gangrel. Ça, j'aurais aimé ça. Je suis un peu triste que ça soit pas arrivé. Toi, tu te situerais dans quelle catégorie? Je vais t'en donner 2. Est-ce que tu te situes dans la catégorie des catcheurs qui
n'a plus trop le temps de regarder le catch parce que le fait qu'ils sont catcheurs aujourd'hui connaissent un petit peu les envers du décor, ou alors tu te situes quand même dans la catégorie du catcheur toujours aussi fan qui prend peut-être une heure et demie à pouvoir se mater un peu un show. Est-ce que par exemple là, on parlait tout à l'heure, enfin tu parlais qu'il allait y avoir un strap match entre CM Punk et Drew McIntyre. Est-ce que par exemple genre Bashin Barlin qui arrive ce week-end à l'heure où on tourne cette vidéo, est-ce que tu le regardes ou est-ce que tu as regardé AEW? Bref. Je regarde, tu sais, j'enregistre tout. J'écoute SmackDown, j'écoute Raw, j'écoute NXT, j'écoute Collision Dynamite, j'écoute TNA, j'écoute tout ce que je peux écouter. Tu sais, genre, je t'ai dit que la semaine passée, on a lutté jeudi, vendredi, samedi. Il y a des gars qui ont lutté dimanche, puis les gars qui n'ont pas lutté dimanche sont venus ici, on a fait des hot dogs, on a fait une épluchette de blé d'Inde, puis on a écouté All In tout l'après-midi. C'est bien, non, Ça mais fait- honnêtement, franchement, c'est cool. J'écoute j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de lutte parce que, tu sais, la lutte, à la base, ma passion, c'est pas l'affaire. De base, c'était de l'écouter. C'est l'affaire, c'est un peu pour émuler Différent. ce que Ouais, la télévision, tu sais. Mais oui, bien je suis sûr. encore un très grand fan de lutte. Je suis tout ce qui se passe sur la lutte. Si tu voyais mon feed Insta, mon feed Facebook, que de la lutte, tout le temps. Et Je suis assez bon. du, du coup, je voulais savoir, comme je te dis, allez, on finit vraiment avec deux dernières questions. Donc, les deux là que je te pose. Et puis, encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Ça, c'est toujours quelque chose que j'aime bien savoir, ce que je trouve assez drôle. Est-ce que tu as une anecdote qui t'est arrivée à toi ou que tu as pu voir, assister sur l'un des shows, que ce soit une anecdote plutôt positive, plutôt négative? Bon, si c'est négatif, bien sûr, on va pas citer le nom de la personne parce qu'on n'est pas là pour avoir des problèmes, mais eh, est-ce qu'il y a une anecdote que tu as pu voir ou que justement tu as subi quelque chose de drôle ou de moins drôle d'ailleurs? Ah, de drôle ou de moins drôle. Oui, oui. Dans un de mes premiers matchs, un de mes premiers matchs à Saint-Zacharie, c'est mon deuxième match. C'est un triple threat, OK? Il y a moi, il y a Robbie Hennessy, puis il y a Clasher, Martin Lapierre-Girard. Là, on monte notre match. Là, le Booker, il nous écrit. Il est dans l'autre pièce, lui, il annonce. Il dit, les gars, le show a été trop court. Il va falloir rajouter un combat. Et là, moi, c'est mon deuxième combat. Il dit, après le combat, Cédric va faire un run-in, puis vous allez repartir ça. On va faire un tag match pour finir. Et là, moi, je me vois pas. Mais Casher puis Piqué, là, Robbie Hennessy, ils me disent, t'es devenu tellement blanc. Là. Il paraît que je lisais le message. Là j'étais comme, genre, mais voyons, mon troisième match va avoir lieu tout de suite après mon deuxième match. Puis, tu sais, genre, je vais avoir passé 25 minutes dans le ring. J'étais, j'étais vraiment stressé. J'ai eu vraiment peur. Finalement, ça a quand même relativement bien été. Là. Mais, tu sais, genre, à ton deuxième match, te faire dire qu'on rajoute un tag team Un on the match fly, supplémentaire, ouais. comme ça, ouais. C'était assez intense. Mais en plus, pendant ce match-là, pendant le, pendant le match à trois, je me suis cassé une côte. Fait qu'il a fallu que je finisse le match et le tag team avec une côte cassée. Puis après ça, retourner à Québec à 1 heure et demie de route en conduisant avec une côte cassée. C'était super. Quand tu as une côte cassée comme ça, tu dois aller à l'hôpital. Il existe quelque chose pour que ça se remet parce que c'est quelque Ouais. chose moi qui m'intéresse. Au début, tu sais, je pense elle était failée. Allez, Puis ok. on a fait des évaluations au cours de lutte. Puis j'ai quand même fait l'évaluation avec la côte failée. Puis je pense que pendant l'évaluation, elle a cassé. Et quand je suis arrivé chez nous, là, je ne me pouvais plus. Fait que le lendemain matin, ma blonde m'a amené à l'hôpital. Puis là, ils m'ont Ouais. passé un écho, ils ont passé des radios, ils ont vu qu'elle était cassée. Et dans ce temps-là, il n'y a rien à faire. Il faut que tu attendes que ça ressoude. Puis tu espères que ça ressoude comme il faut. C'était ça. Fait que j'ai été une semaine off, puis après ça, tranquillement, j'ai pu recommencer.
Ok, et ben justement, la dernière question, je voulais savoir, quel était pour toi le meilleur endroit où tu as allé catcher, le pire endroit? Attention, quand je parle de meilleur et de pire endroit, souvent en général au niveau du pire, on me parle de toujours un peu, tu vois, enfin des conditions, tu vois, pour changer. Par exemple, je sais qu'il y en a qui ont déjà été dans des endroits où ils n'avaient pas de vestiaire, donc ils ont dû aller, enfin, tu vois, enfin, aller se cacher dans un camion pour changer. Enfin bref, quel est toi ton meilleur et ton pire endroit? T'en as. Le meilleur, c'est sûr que au pavillon de la jeunesse, Golden Opportunity, cette année, devant 2000 personnes, avec les loges incroyables, puis la rampe, les lumières, les pétards, tout, c'était hallucinant, là, je veux dire, c'était incroyable. Puis, le stade Canac aussi, lutter dans un stade de baseball, un peu comme au Shea Stadium dans les années 80, où le ring est vraiment, sur le terrain, puis il y a des gens autour, puis il y a des gens dans tous les gradins. Ça, c'est incroyable. C'est deux places formidables à lutter. Euh, Sinon, la pire, c'est pas pire, mais tu sais, genre, n'importe où, comme je me souviens, l'année passée, on est allé lutter à Sainte-Anne de Beaupré, puis il n'y avait pas de vestiaire, puis on était tous sur un petit stage, il y avait tiré un rideau, puis on était tous en rang d'oignons, un à côté de l'autre, sur des petites chaises, avec, pas d'accès aux toilettes, pas de lavabo, rien, là, tu sais. Les toilettes étaient de l'autre côté, du côté de la foule. Avec nous, on attendait notre tour assis sur le stage, puis on descendait, on allait faire notre match, puis on remontait, puis on était. Puis en plus, c'était un Rumble, tu sais, ça fait qu'il y avait genre 30 personnes dans le Rumble, plus tous les lutteurs des autres matchs. On était genre 40 en arrière, cordés comme des rangs de. C'était pas parfait. Mais, tu sais, il y a des circonstances qui font que ça arrive comme ça. Puis, tu sais, tu le fais, puis après ça, tu vas prendre une bière, puis tu l'as rapidement oublié. Hein, ça, c'est pas très grave. Mais ça, c'était pas particulièrement confortable. Avec modération, la bière. Non, je demande, chacun fait comme il veut. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, promo, réseaux sociaux. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Oui, ben, vous pouvez me suivre sur Golden Greg, lutteur professionnel sur Facebook, Golden Greg lutte sur Insta. Puis, comme je dis toujours, hein, Golden Greg, il est bon en tabarfuck. Puis quand il triche, ben, il est encore meilleur. Hey, merci beaucoup. Bye. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Allez, bye tout le monde. Ciao.